Bonjour tout le monde. On est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués, que vous avez pris un petit café, que vous n'allez pas vous endormir après ces grosses chaleurs et puis cette grosse journée avec beaucoup d'informations. On a avec nous aujourd'hui la plus belle table ronde, il faut bien le dire. Et je vais vous présenter tout le monde, mais la raison pour laquelle c'est une des plus belles tables rondes de cet événement, c'est parce que vous allez voir, il y a toutes les échelles d'entreprise ici avec vous. C'est très important parce que vous soyez dans une très grande entreprise, que vous soyez dans une marque indépendante ou plus petite, ou que vous soyez fondateur, créateur, fondatrice, vous allez trouver des réponses sur comment faire de l'IA et du luxe de manière efficace et sans endommager la marque sur le long terme. Donc, je vous présente alors d'abord notre solopreneur favori, Stéphane Chambran. Bonjour. Que je connais de longue date, puisque nous nous connaissions chez L'Oréal. C'était le patron de Atelier Cologne à la grande époque, quand ça cartonnait en Chine, que ça ouvrait aux US, que ça décollait. Donc, c'est vraiment lui qui était la signature. Et maintenant, il a fondé une super marque, Mircea, qui en moins d'un an cartonne. Alors, vous allez voir, son utilisation de l'IA est passionnante. Ensuite, nous avons Morgan avec nous, qui est aussi un profil incroyable, avec une trajectoire de dingue dans l'univers du luxe, des années en CIO sur Chloé et sur Saint-Laurent, et puis maintenant chez Ami, où il s'occupe de la transformation et de la tech associée à l'IA. Et donc, c'est une marque indépendante qui grossit et qui a des problématiques de comment on grossit en utilisant l'IA face aux géants de ce monde. Et puis, nous avons avec nous le plaisir d'accueillir l'incarnation d'une marque centenaire, plus de centenaire, Shiseido, 150 ans, et qui est en charge de la transformation et de la tech et de l'innovation chez eux, et qui va nous expliquer comment, sur un grand groupe, on utilise l'IA pour croître et de manière intelligente et éthique. Voilà. Donc, je vous remercie de les applaudir tous les trois. Alors, ma première question s'adresse à tous les trois. Concrètement, dans votre quotidien, comment vous utilisez l'IA pour bien commencer dans le vif du sujet? À quoi ça ressemble l'utilisation de l'IA pour chacun d'entre vous? Morgan, par exemple. Alors pour nous, chez Ami, on l'utilise de différentes façons. On a vraiment trois couches, enfin 3 layers d'IA. La première, qui a été beaucoup portée par l'équipe innovation qui est ici présente, sur des use cases bien précis. Et pour nous, c'est hyper important de délivrer de la valeur très rapidement via l'IA, donc notamment sur la création de contenu, ou ce qui a été mis en place pour la création des patchs produits pour les applications showroom notamment. Ça a permis d'avoir des gains assez importants financiers. Donc ça, pour nous, c'est un premier cas d'usage. Deuxième cas d'usage, c'est sur tout ce qui est traduction, enrichissement pour les définitions de produits, donc qu'on va pousser sur le site web notamment. Donc ça, c'est aussi un gros gain pour nous financier, donc hyper important, qui permet ensuite de financer les restes du programme. Et ensuite, on a aussi mis un agent conversationnel sur le site web en test pour le moment, mais qui drive du conversion rate. Donc ça, c'est aussi au crédit de l'innovation qui apporte beaucoup à la maison. Donc ça, c'est vraiment la première layer. La seconde layer, ça va être l'IA qui va être embarquée dans toutes les solutions qu'on a déjà, que ce soit Salesforce, Atlassian, ce genre d'outils. Et donc, on va en bénéficier naturellement à travers ces outils-là. Et le troisième point, ça va être de chercher la productivité, notamment grâce à des plateformes agnostiques sur lesquelles on va pouvoir prompter, que ce soit du Anthropic, du OpenAI ou d'autres players. Et donc là, on va aller chercher de la productivité dans chaque département. Et on verra dans chaque département quel est le plus rentable. Et en fonction, on attribuera des licences et un accompagnement métier assez fort. Donc ça, c'est de manière générale. Donc concrètement, vous laissez à vos équipes le choix de plein de différents outils et puis vous allez analyser ce qu'ils en font pour décider de la solution plus tard. Exactement, parce qu'aujourd'hui, ce que je me dis, c'est qu'entre OpenAI, Anthropic et d'autres, il y a une course à la technologie assez forte. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de mettre mes œufs dans le même panier, parce que je veux avoir le droit de me tromper, et la maison également. Et ensuite, ça nous donne aussi l'opportunité, en termes de change management, les gens qui sont déjà habitués à ChatGPT ou à Claude peuvent utiliser toujours cet outil-là. Et après, peut-être que dans 1 an ou dans 2 ans, ce sera encore différent. Mais en tout cas, on l'utilise comme ça.
Super. Mathieu, est-ce que toi, tu peux nous en dire un mot? Alors, un peu des points communs avec ce que vient de dire Morgan, sachant qu'on a une couche de complexité qu'en fait, nous, on est une région, la région EMEA, au sein d'un groupe multinational, et que la perception de l'IA au Japon, où est la maison mère, n'est pas la même que la perception de l'IA en Europe. Donc, de façon assez proche, je dirais qu'il y a une dimension, un déploiement, ce que j'appelle horizontal, qui est un peu tous les outils de productivité au quotidien, où là, on a déployé 2 solutions. On a Copilot d'un côté et on a Delos, qui est une solution française. Et après, on a des déploiements maintenant, je dirais, verticaux, cette fois-ci par famille de métiers, où on va aller, comme l'a dit Morgan, chercher des use cases vraiment très spécifiques, finance, RH, opérations, procurement, qualité, etc. Où là, on va plutôt aller chercher soit des outils co-développés avec un éditeur, ce qu'on fait avec Delos par exemple, soit des solutions vraiment hyper spécifiques, métiers. Typiquement pour le légal, il y a des besoins très, très spécifiques et des solutions IA qui sont spécialisées sur le juridique. Génial. Et Dolos, juste pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez juste dire un mot? C'est un peu donc c'est une solution française qui, à l'origine, nous a été recommandée par le hub. C'est Emmanuel qui nous l'avait mis sur le radar. Donc, on l'a déployé il y a quasiment un peu plus d'un an et demi et qui est un peu l'équivalent d'un copilote, c'est-à-dire multi-usage. Voilà, merci beaucoup. Et du coup, Stéphane? Moi, j'ai lancé Mircea il y a pile un an, donc j'ai eu la chance de lancer au moins tous ces outils se développer. Ce que je dirais, c'est que ça m'a permis d'être rentable dès la première année. Et donc, je l'utilise quotidiennement sur tout ce qui est drive de trafic. Donc, Meta, Google, Claude m'aide beaucoup, ChatGPT m'aide beaucoup. Je pense, par rapport aux gens qui ont entrepris 1 an ou 2 ans avant, ça me permet de me passer entièrement d'agence dans ces métiers que j'avais rencontrés au départ. Et en fait, maintenant, c'est très, très intuitif. Le deuxième chose, c'est le running. Donc, Shopify, Klaviyo, ils ont des agents intégrés. Donc, il n'y a pas besoin de savoir servir de Shopify. Il y a besoin de parler à Shopify et on a des discussions qui augmentent les taux de conversion. Et donc, ça aussi, je pense qu'avant, c'était de job d'agence et du coup, là, c'est instantané au moment où je veux. Enfin, Klaviyo, c'est vraiment même spectaculaire. C'est-à-dire que quand je me connecte, il me propose l'email à faire, j'ai juste à le revoir. Généralement, je suis pas content de l'EDA, mais je suis content du texte. Et puis c'est parti et ça crée les ventes. Et après des choses, des choses d'analyse. Moi, je vends dans une quarantaine de pays. J'ai je sais pas combien de transporteurs, en Chronopost, Colosimo, etc. Donc à combien je facture la commande ou pas selon le poids. Je pense qu'il y a 2 ans, ça m'aurait pris une semaine d'analyse et qui aurait été fausse la semaine d'après. Là, c'est 1 heure de discussion avec Claude. Et après, d'autres choses qui sont, je pense, intéressantes aussi, c'est tout ce qui est frais d'avocat. J'en ai pas parce que je demande à ChatGPT d'agir comme si c'était mon avocat. Et ce que je trouve, c'est que ça me donne du recul. C'est-à-dire que peut-être j'aurais été plus agressif, envoyer des huissiers, etc. Mais en fait, je suis tout petit, donc il y a aucune chance que je gagne. Mais donc, du coup, quand on a un litige avec un fournisseur, alors que là, ça me permet à la fois d'avoir la ressource d'un expert que j'ai pas parce que je suis pas spécialiste du droit et en même temps d'avoir ce recul de dire non mais en fait on va programmer la mise en demeure, on la fera la semaine prochaine, le mois prochain et je vois que ça fonctionne et en fait parce que j'avais pas le réflexe de faire il y a 1 an et maintenant je le fais davantage et j'ai beaucoup plus de résultats quoi. Du coup, c'est hyper intéressant. Mais ma question d'après, c'était qu'est-ce qu'un solopreneur peut faire aujourd'hui qu'il ne pouvait pas faire avant? Et est-ce que dans le monde d'aujourd'hui ou de demain, quelqu'un qui n'utilise pas l'IA peut survivre en créant une marque ou un projet alors que tous les autres s'en servent? Je sais pas pour les autres. Ce que je sais, c'est que, quand on lance sa boîte, ça fait un peu peur parce que vous dépensez l'argent du foyer et en même temps, vous avez plus d'argent à ramener dans le foyer. Donc, vous avez la double peine. Et donc, il y a une urgence à être rentable. Et tout ce que j'entends, moi, des entrepreneurs, c'est qu'en fait, les 5 premières années, c'est impossible de gagner de l'argent. Faut lever, faut brûler l'argent. Moi, j'ai rencontré plein d'investisseurs et je suis arrivé à la conclusion que ça m'intéressait pas, en fait, passer du temps à lever. Et donc, pour moi, c'était capital de gagner de l'argent. Et Mircea en gagne depuis maintenant 6 mois. Tous les mois, en fait, c'est pas énorme, hein, mais c'est positif, quoi. Donc la trésor remonte. Ça, je suis pas sûr. Enfin,
Je pense que j'ai, en un an, eu peut-être 2-3 occasions où je me serais pris des murs. Je vais vous donner un exemple. En fait, il y a 3 semaines, j'ai le UK qui m'écrit et qui me dit vous nous devez, je sais pas combien de milliers de pounds de TVA. Je dis déjà, je facture hors taxe. Qu'est-ce que tu viens me réclamer de la TVA? Et en fait, il vous envoie un truc et toutes les semaines, ça monte de 100 pounds. Donc vous êtes pris à la gorge, vous avez déjà fait les impôts, en fait vous êtes face à un mur, vous pouvez rien faire. Je pense que il y a 2 ans, j'aurais dit j'arrête de vendre au UK. En fait, parce que en fait, il faut prendre un comptable au UK, c'est tout de suite 3000 balles, recruter, etc. Là, j'ai passé 36 heures sur Claude. On a trouvé le bon logiciel. Qui se plug directement dans HMRC. On a remonté, et puis finalement, comme je facture tout hors taxe, je devais que 500 pounds. Et donc, je les ai payés, et ça continue. Et donc, on passe à autre chose. Donc, je sais pas exactement répondre à ta question, mais je pense que, enfin, moi, j'ai lu plein de trucs d'entrepreneurs. Je pense, on lit souvent, vous allez bouffer du verre, c'est super dur, etc. Je pense que c'est devenu moins dur. Parce que il y a des solutions, et c'est comme on a accès à une expertise qu'on n'avait pas avant, quoi. Et pour 20 € par mois. Et pour 20, ouais, voilà, pour 20 € par mois. Alors, Sauf peut-être quand ça bientôt- s'arrête à 11h du matin parce qu'il n'y a plus de crédit, là, il y a un problème. C'est ça. Et bientôt, il s'arrêtera à 9h du matin parce qu'il n'y aura plus de crédit. Mais quand même, globalement, c'est super. Du coup, avant de parler de transformation profonde et d'accélération, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez pas toucher, vous voulez préserver absolument au nom du luxe? Est-ce qu'il y a des choses où vous interdisez l'utilisation de l'IA, Mathieu ou Morgan, vous voulez? Alors, je dirais, c'est principalement déjà dans le domaine de la. Il y a 2 dimensions. La première, c'est vraiment, on a mis en place des grosses campagnes de sensibilisation auprès des collaborateurs en leur disant attention à ce que vous mettez dans l'IA. Mmh. Et alors, il y a ce qu'on contrôle, parce que voilà, alors, copilote, qu'est-ce qu'on contrôle? Ça, c'est à savoir. De l'os, on est assez sûr, parce qu'on sait que les serveurs sont en France et la cyber a tout vérifié. Donc, il y a cette dimension de contrôle qui est multidimensionnelle. Le deuxième, c'est sur la partie création, où tout ce qui est finalement visible du consommateur, tout est encore fait, j'ai envie de dire, de façon traditionnelle. L'égérie de la marque Clé de Peau, c'est Nicole Kidman. L'égérie de la marque Shiseido, c'est Anne Hathaway. La dernière campagne Max Mara qu'on vient de shooter, elle est faite par Mario Testino, avec qui on travaille depuis 10 ans. Le processus de création n'a absolument pas changé. Donc vraiment, tout ce qui est visible du consommateur, aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Là où l'IA intervient d'un point de vue de création, c'est pour des choses qui sont, par exemple, pas visibles du consommateur, c'est pour des présentations aux distributeurs. Donc, c'est vraiment pour optimiser tous les processus internes, les processus commerciaux et rien pour l'instant qui est customer facing. Pour l'instant, on reste, oui, Okay. à l'ancienne, entre guillemets. Et toi, pour le coup, Morgan? Alors nous, on s'interdit rien pour le moment. On reste hyper ouvert sur le sujet. En revanche, on souhaite surtout pas que l'IA menace des emplois chez Ami, parce que c'est une de nos valeurs fortes, de préserver les emplois de notre staff. Donc ça, c'est hyper important. Après, il y a un sujet aussi sur la création. Ça, je te rejoins. Où nous, on est plus là, on utilise l'IA plus pour sublimer ou pour accompagner que pour créer directement. Donc ça, c'est un sujet où on veut vraiment Tu veux dire garder les la mood DA. boards, l'amont, la conception Exactement, et la mais post-prod? même tous les contenus qu'on va pousser potentiellement sur les sites web ou sur les applications de client facing, on veut que ce soit vraiment des vrais mannequins et on veut voilà, que ce soit authentique en tout cas et que ça respecte la DA de la maison. Donc vous utilisez surtout l'IA pour changer les fonds, voilà, Exactement. le social, un peu le content, les Oui. bannières e-retail, ce genre de choses, tout ce qui ne contient pas d'humain. C'est ça? Exactement. Ouais, d'accord. Ok, super. Alors, je vais parler d'un cas un peu scary, ce qui fait peur à de nombreux annonceurs. Vous avez certainement tous suivi le cas Gucci, qui avait effectivement à la Fashion Week de Milan utilisé certains contenus qui ont été mal perçus par les consommateurs comme étant du cost-cutting. On fait de l'IA pour réduire les coûts, ce qui en soi est peut-être pas forcément une mauvaise idée. Hein, et je pense que vu la quantité d'assets qu'il faut produire aujourd'hui, en tout cas, c'est une question que se posent de nombreux groupes. Du coup, ça pose quand même la question de la frontière. Alors, vous avez déjà répondu sur où vous mettiez la limite là-dessus. Mais est-ce que vous pensez que du point de vue du consommateur, il y a des choses que vous ne faites pas aujourd'hui, des limites que plus tard vous pourrez faire à mesure que les consommateurs mûrissent ou s'habituent à l'IA?
Moi, je pense que c'est une volonté, en tout cas, des maisons de luxe, en tout cas la nôtre, de rester authentique, de respecter l'ADA, je le disais précédemment, parce que c'est ce qui fait la singularité d'une maison, finalement. C'est ce qui fait aussi sa désirabilité. Si on met des faux mannequins, des produits qui sont tous créés par l'IA, finalement, comment on se différencie? Comment on garde ce côté sexy? Et comment on garde cette singularité par rapport à d'autres maisons? Et je pense que si on ne le fait pas, on prend le risque de perdre notre audience, de perdre nos clients et de perdre notre identité et notre ADN. Donc c'est quelque chose, je pense qu'il faut être très vigilant par rapport à ça. Il faut l'utiliser à bon escient. Et il y a aussi l'AI Act qu'il faut respecter. Donc on peut pas faire n'importe quoi. Mais en tout cas, on souhaite rester dans cette direction-là. Et du coup, Stéphane, toi, tu n'as pas le legacy, l'héritage, le patrimoine, la singularité du passé à préserver. Tu te dis que si tout le monde se met à utiliser de l'IA massivement pour réduire les coûts et puis pour aller plus vite, ou pour inventer des nouveaux imaginaires, est-ce que tu t'interdis d'utiliser ça dans la création, ou tu penses que... En fait, peut-être une petite anecdote. Là, on est en train de shooter le contenu pour une nouvelle marque qu'on fait. Et donc, je commence le processus comme je l'ai toujours fait, en Pinterest, une tonne de corpus, créer un monde, le partager avec un photographe. En fait, en faisant le corpus, je me dis, ah, mais en fait, la nana, elle a le boucle d'oreille, ah, elle a les cheveux comme ça. En fait, bon, allez, je le passe dans Nano Banana, j'affine le truc. Et en fait, petit à petit, je me rapproche du truc final. Moi, je suis pas encore prêt à passer ça. Déjà parce que j'entends beaucoup le backlash et puis je fais un peu partie du backlash. J'ai 2 grandes filles aussi et voilà. Et ensuite parce que mes premiers clients, et je pense beaucoup dans le luxe, en tout cas pour Mircea, ce sont des gens qui ont un certain goût, qui sont plutôt dans les métiers de la création et donc qui sont particulièrement, je pense, sensibles à ça. Et donc pour moi, ce serait une hérésie. Mais la question, elle se pose quand même. Et en fait, je vais jusqu'au bout de l'anecdote. En fait, donc j'ai briefé des photographes parce que je vais quand même prendre des photographes. Mais quand je discute avec eux, je pense qu'il faut aussi qu'on réalise, ça fait longtemps qu'on fait du faux. Ah oui. Et je dis, c'est vrai qu'on se dit on va pas faire de l'IA, mais en fait on part dans un shoot, on va recruter des filles qu'on va pas utiliser nos produits. Donc c'est quand même, il y a un souci. Donc moi je le vois plus comme un challenge encore plus fort de se dire ok, si on veut vraiment faire du sincère, qu'est-ce qu'on réinvente, quoi. Oui, tu as raison. On fait beaucoup de retouches. On choisit des mannequins quand même très spécifiquement qui ne reflètent pas les femmes, qui n'utilisent pas les produits. Moi, sur Mircea, c'est facile, c'est du gel douche. Donc, ils disaient H24 le produit. Ouais. Mais sur le skincare, c'est une vraie question. Sur le hair care, c'est une vraie question. Donc, je pense qu'au moment où c'est challengé, je pense que c'est un moment pour se dire, OK, la campagne, qu'est-ce qu'elle doit vraiment dire? À quel point la fille ou le garçon aura utilisé le produit? Pendant combien de temps? Je pense que ça nous challenge de revoir ça. C'est presque un concept de campagne, ça. Tous les mannequins de ce shoot ont utilisé nos produits. C'est pas mal. Ce serait fou de le dire. Parce que je fou de le dire. Et du coup, sur Shiseido, vous avez peut-être des marques... tu parlais du fait que c'est un groupe japonais. Et en Asie, l'utilisation de l'IA, l'utilisation d'idoles virtuelles, toutes ces choses-là sont totalement intégrées au quotidien, et pas depuis l'émergence de l'IA, depuis bien avant, avec, alors pas spécialement au Japon, mais la K-pop, le kawaii, etc. Il y a des stars qui sont complètement fausses et qui existent en Asie. Vu qu'il n'y a pas de blocage du consommateur de ce côté-là, tout au contraire, c'est considéré comme innovant. Est-ce que c'est des choses que vous envisagez pour le futur? Alors, aujourd'hui, pas tellement, parce qu'il y a déjà une notion d'ADN de marque. Et dans un certain nombre de marques, la marque Clé de Peau, qui est une marque de soins de luxe, comme tu le disais très justement, sa clientèle, c'est comme une clientèle assez sophistiquée, qui est assez sensible à une forme d'authenticité. Donc la question, c'est finalement le danger de l'IA, c'est aussi celui de l'uniformité. Or, on est sur des marques où nos concurrents sont parfois des petites marques, mais aussi des très grands groupes avec des très gros moyens. Et donc, il y a quand même le respect de l'ADN de marque, l'authenticité et la différenciation reste clé. Et un des dangers dont nous font part un peu nos DA en interne, ils nous disent, mais le problème de l'IA, c'est que ça peut finir par faire des images très lisses. Alors, plus elle va progresser, là où je suis d'accord avec toi, c'est déjà le cas, plus elle va progresser, plus elle sera capable de faire des images authentiques. Et à ce moment-là, la question se reposera finalement de savoir où est l'authenticité. Mais aujourd'hui, non, on reste très prudent.
Du coup, on va passer du online au offline, hein, puisque le luxe, c'est aussi beaucoup le retail, hein, le physique, le tangible. Et du coup, on va parler de boutique physique. Et je sais que chez Ami, Place des Victoires, vous devriez tous y aller. D'abord, c'est une place super et un peu ombragée. En ce moment, c'est pas mal. Mais il y a justement le flagship de Ami. Magnifique endroit. Et du coup, je voulais savoir si vous utilisiez l'IA pour justement l'expérience client, pour augmenter ou pour faciliter la vie des clients et des vendeurs en boutique. Ok, donc nous, chez Ami Paris, on fait en sorte que la technologie soit le moins visible possible d'un point de vue client, parce qu'on souhaite privilégier vraiment la connexion humaine, la connexion émotionnelle entre le vendeur et nos clients, qu'on considère aussi comme nos amis. Et on utilise évidemment des applications de clienteling, mais on souhaite que ce soit le plus discret possible, et on souhaite que ça renforce cette connexion et ce lien avec le client. Donc on utilise cette application-là, on va de plus en plus l'hyper personnaliser pour mieux connaître les clients, mieux les adresser, anticiper leurs besoins, mais on souhaite toujours que cette connexion entre le vendeur et le client soit très forte, avoir une proximité et aussi créer des souvenirs. Et c'est hyper important d'avoir justement créé ces émotions-là, laisser la place au produit. Donc on souhaite être le plus discret sur la technologie. Et même en termes de matériel, on a juste des iPhones, on n'a pas d'iPad, donc ça reste vraiment mettre en avant les produits, mettre en avant l'ADN de la maison, l'architecture, l'ADA. Voilà, c'est relativement simple. Et du coup, dans vos iPhones, vous utilisez l'IA pour personnaliser, pour avoir de l'info sur le client ou pas du tout? Alors oui, on part de très loin, parce on est une maison relativement jeune, donc de plus en plus on capte de la donnée client, de plus en plus on souhaite mieux les connaître, anticiper, savoir si ce sont des fans de sneakers, savoir si la dernière fois ils ont acheté tel produit, on peut pousser ensuite tel produit pour compléter le look. Donc on essaye de récupérer un maximum d'infos, donc la data c'est un sujet capital pour nous, et plus on a de data, mieux on connaît le client, plus on peut le fidéliser et faire en sorte que ce soit un very close friend. Alors, je vais passer à la question la plus importante. Du coup, si vous dormiez, c'est le moment d'écouter. Je suis certaine que non. Mais du coup, la question de l'agentique. Alors, je sais que vous avez été nourri et biberonné à l'agentique depuis ce matin. Enfin, je présume, puisque il y a 3 mots en ce moment, c'est agentique, loupe et harnais. Donc il y a un peu de JSO, mais en filigrane. Mais du coup, l'agentique, c'est en gros de dire que dans un monde où finalement ce sont des agents qui vont vous choisir plutôt que des consommateurs qui vont vous trouver, et que ce sont ces gens-là qui vont pousser votre marque à des consommateurs de manière privilégiée, hein, un peu finalement comme des vendeurs dans l'ancien temps, dans leur intimité, dans leur téléphone. Et ben comment les marques vont faire pour préserver le désir, pour faire sourdre du désir chez les consommateurs? Et je pense que c'est un sujet vraiment crucial. J'avais un ami, Michael Bayens, qui parlait de la disparition des produits. Si les gens vont plus sur votre site, n'ont plus votre expérience de marque, ils voient plus vos produits, et qu'on pose une réponse à une question, comment vous faites pour que la marque reste sexy? Du coup, Stéphane, est-ce que tu penses qu'il y a une opportunité, même pour les petites marques qui se créent, de recréer du désir? Est-ce que ça crée en fait un risque d'être pas vu, de disparaître, ou est-ce qu'au contraire c'est une opportunité pour toi? Moi, je pense que ça pousse vachement l'innovation. Après, ça dépend beaucoup de leur business model. Parce que Ouais. s'ils ont un business model, et pour moi, c'est ce qui est pas encore très clair, quoi. Ouais. Est-ce que c'est média? Est-ce que c'est de l'abonnement? Est-ce que c'est une croisée des deux? S'ils passent à média, on sait comment ça marche, quoi. Ouais, Ce sera comme ouais. Google. Ouais. Si c'est un croisé des deux, on verra. Mais c'est vrai que, moi j'ai bien aimé les gens qui disent on avait des moteurs de recherche, on a des moteurs de réponse, Ouais. et donc c'est vrai qu'on passe le browsing, et moi je le vois même en mode de consommation, je vais directement depuis ChatGPT, mais du coup ça pousse à avoir des produits qui répondent le mieux possible au prompt, et ça je pense que ça va être une manière d'innover qui est un peu, qui sera forcément plus, je pense, juste et exigeante, quoi. Je pense que si... Du coup, tu penses que tu vas commencer à créer des produits en ayant été voir ce que les gens promptaient de manière précise?
je pense que j'ai une idée de ce qu'ils prennent, c'est-à-dire que quand ils veulent un gel douche, quand c'est des industries sur lesquelles on travaille depuis des décennies, on voit bien ce qu'ils attendent. Ouais. Donc après, ça me permet de plus de me concentrer sur faire le meilleur gel douche possible et peut-être un peu moins sur effectivement le SEO, le méta-ad, etc. Ouais. Parce que si le modèle c'est pas du média, mais c'est de trouver la meilleure réponse possible, Ouais. il faut fabriquer la meilleure réponse possible, que ce soit en skincare, etc. Du coup, on passe moins de temps sur l'image, sur d'autres choses, mais c'est plutôt sain. Hein. Ouais, c'est plutôt ça. Du coup, est-ce que vous avez le même sentiment, Mathieu, par exemple? Alors, je pense que ça va beaucoup dépendre des marques. Et effectivement, il y a des cas très différents. Si on prend une des marques de notre groupe, qui est la marque Nars, la création de produits, encore aujourd'hui, c'est encore François Nars qui travaille avec des équipes de R&D, qui a lui-même sa propre vision, qui hume l'air du temps, et qui après briefe des équipes en disant on va aller sur telle et telle chose. Et je pense pas que François Nars il va tellement aller regarder ce que ChatGPT lui sort. Je pense qu'il est plutôt en train de il se promène à Londres, à New York et à Tokyo, il allume l'air du temps et c'est plus comme ça qu'il se fait son opinion. Et après, on est sur comme toutes les marques de maquillage, de Makeup Artistry, on est sur une marque de service. Donc après, la meilleure expression de la marque, elle est sur un point de vente avec un make-up artiste ou une make-up artiste qui vient vous conseiller sur quel fond de teint, quel rouge à lèvres, quelle tonalité, quel pigment, etc., etc. Et là, donc on voit que l'agentique il joue pas encore de rôle. Après, je suis d'accord qu'on va avoir toute la partie remplacement du search. Et finalement, ça deviendra un autre outil qui vient potentiellement se substituer à Google, qu'on traitera comme un média, comme un moteur de recherche ou autre, et on adaptera les PDP, on le fait déjà en permanence, de se dire comment on adapte la définition, pas ce qu'est le produit, mais la manière dont on le présente pour mieux répondre effectivement au moteur de recherche, pas au LLM. Mais c'est quelque chose que vous regardez au niveau du groupe, la part de modèles, la part de voix de vos marques dans les LLM? Alors on commence à le suivre plutôt en se disant, déjà en l'utilisant pour adapter les contenus, et après se dire, l'enjeu du moment, c'est plus sur la gestion des compétences. Ouais, se dire, plus qu'on va là-dessus, on avait des compétences SEO en interne ou en externe, maintenant, comment est-ce qu'on passe à d'autres types de compétences? Donc il y a un gros levier, une grosse réflexion compétences, développement des compétences internes et ce mix interne-externe, comme toujours. Et du coup, Morgan, je sais que vous avez un petit peu regardé votre part de voix et votre visibilité sur différents LLM et tu en as tiré des conclusions hyper intéressantes. Tu m'en parlais tout à l'heure. Peux-tu nous en dire plus? Oui, il y a une étude menée il y a quelques semaines, justement, sur notre présence sur les différents LLM, et on s'aperçoit que sur certains, on est très présent, sur d'autres, on est très peu présent, et ça interroge sur le pourquoi. Et donc, on se demande comment on peut être mieux indexé, comment on peut être plus présent, quel est le plan d'action qu'on peut mettre en œuvre pour cela. Et après, une autre question qu'on se pose, c'est sur la partie agentique, si on n'est pas trop présent sur les LLM, ça va avoir un impact sur le digital, ça c'est sûr à 100%. En revanche, quel est l'impact sur les stores en physique? Parce que le digital fait du drive to store, mais on ne sait pas quelle est la part de marché. Donc il faut arriver à mesurer ce risque-là, comment on peut l'adresser pour pouvoir être beaucoup plus présent et beaucoup plus agressif aussi. Ça, c'est un sujet intéressant. Et après, ce qu'on se dit aussi, c'est que dans le luxe, même si la présence sur les agentiques est importante, ça n'empêchera pas les clients de vouloir avoir cette présence physique, toucher le produit, exactement le service. Et ça, je pense que quels que soient les agents, il y aura toujours cette connexion-là qui sera très forte. Et les gens viennent pour avoir une expérience, se sentir unique, se sentir reconnu dans nos magasins. Et je pense que ça changera pas. Alors du coup, j'avais une question sur qui a le droit de dire non à l'IA et l'éthique, qui est quand même un vrai sujet et qui est trop peu abordé. On voit d'ailleurs que chez les modèles, il y a des philosophes, des head of ethics, des sociologues qui sont recrutés et on se pose la question de est-ce que il devrait y en avoir dans les marques aussi. Donc, mais je vais réserver cette question pour la suivante parce que tu m'en as fait sourdre une autre. Donc du coup, on a vu récemment à Vivatech et à Cannes que certains grands acteurs de la beauté
on fait 17 annonces, beaucoup d'annonces. Vous les reconnaîtrez. Et une de ces annonces, c'est d'essayer de porter l'expérience retail dans les LLM via leurs outils de VTO, donc Virtual Try-On, donc les outils qui permettent de tester du maquillage sur la figure, tester des cheveux, etc. Et qu'ils ont fait des gros deals avec un certain nombre de players type OpenAI pour essayer de répliquer cette expérience dans le search des LLM, enfin dans les réponses des LLM. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît intéressant ? C'est la trick question, il n'y en aura pas d'autre. Ou pas ? Qui veut répondre à cette question ? Il faut toujours faire attention juste pendant et après Vivatech aux effets d'annonce et voir qu'est-ce qu'il en reste quelques mois plus tard. Ouais. Ce qu'on pourrait appeler les miroirs digitaux, c'est pas une technologie nouvelle. Alors maintenant, elle s'enrichit de l'IA, mais en soi, le Virtual Try-On, il existe déjà en ligne depuis un paquet d'années. Donc c'est plus la translation dans un univers ChatGPT. Après, il y a quand même un fondamental de notre industrie, et c'est la même chose aussi dans la mode, c'est qu'il y a quand même une expérience magasin et un conseil en magasin qui reste fondamental, quitte à ce que la cliente après aille acheter en ligne. Mais il y a quand même ce passage. Tu penses que finalement ça change pas grand-chose, c'est juste un canal de plus? Pour moi, je vois plus comme un canal de plus, et celles nos clientes qui l'ont déjà adopté continueront sur un autre canal, et d'autres diront bah non, moi je préfère encore aller dans mon Sephora et avoir une conseillère que je connais, qui voit ma peau et qui me dit voilà, je pense que ça c'est mieux pour vous. C'est ce que Stéphane et Morgan, vous partagez ça sur la mode et la beauté, sur les miroirs virtuels? En fait, moi, c'est plus par rapport à Vivatech. En fait, c'est sûr que l'IA fait partie des discussions, mais il y a des domaines où on attend plus la beauté en parlant de biologie, de chimie et de progrès là-dessus. Je pense qu'il y a un moment donné, sensorialité. Il faut reparler de ça plutôt que faire la pub pour ChatGPT ou Claude que tout le monde connaît et justifier les centaines de milliards qu'ils ont de valuation et que tout le monde met. Enfin, je pense que c'est aussi une époque pour que le healthcare, la beauté, la chimie, la biologie réinnovent quoi et parlent de biologie, de peau. Donc moi, c'est plutôt, j'ai envie de réagir plutôt que de mettre de l'IA dans tout quoi. Enfin, c'est pas forcément ça qu'on attend de la beauté quoi. Et dans la beauté juste, certainement dans notre région, 50% du business, ça reste des parfums. Les parfums et l'IA, c'est pas encore tout à fait. On peut faire des choses. Oui. Il y a des jus à inventer, il y a des formules à inventer, il y a des choses non, à l'inverse, j'ai plutôt tendance à dire, il y a comme toujours une expérience physique, sensorielle, qui reste au cœur de la démarche et de ce qui fait que les gens ont envie d'en acheter, d'en porter et ont ce plaisir au quotidien. Alors, j'ai une dernière question, puisqu'il nous reste 2 minutes 16 et que je connais mes chéris du Hub Forum, ils vont commencer à me regarder avec des gros yeux. Dans 5 ans, qu'est-ce qui, selon vous, distingue une maison qui aura saisi correctement l'IA et s'en sera servi bien, d'une maison qui aura soit raté le coche, soit s'en sera servi pas bien? En une ou deux phrases chacun. Morgan, si tu veux commencer. Moi, je pense que c'est majoritairement sur le change management, sur comment on va embarquer les équipes, comment on va les outiller, comment on va développer leur employabilité, comment on va retenir les talents donc, via l'IA. Donc ça, c'est un des vrais sujets. Et ensuite, de se dire de manière très productivité, comment on va les équiper aussi, comment on va aller chercher la productivité dans chaque département. Et nous, on a la chance d'être une structure qui est encore à taille humaine, et donc on n'a pas cette inertie-là. Donc je pense qu'on pourra être beaucoup plus rapide que certaines grosses maisons avec des inerties. Donc voilà. Et toi ? Il y a en complément, très très juste, il y a quand même un vrai sujet de ROI aussi. Parce qu'il y a vraiment un lobbying colossal pour aller sur l'IA. Les use cases avec des ROI très très prouvés, constants dans le temps, il y en a beaucoup moins. Donc il faut toujours garder en tête, c'est un investissement, et c'est un investissement donc, que je peux faire. Je construis un nouveau flagship où j'investis dans l'IA. C'est des choix, et qu'est-ce qui est le plus pertinent? Je crois que ça reste quand même cette notion d'investissement, de retour sur investissement est quand même assez fondamentale à garder en tête. Et pour finir, Stéphane ?
Non, moi je trouve que c'est une période hyper excitante avec beaucoup de changements, mais aussi très incertaine. Donc, pour moi, pour des petites boîtes, je pense qu'il faut le saisir pour être lean, garder de la trésor et être capable de rebondir face à n'importe quel imprévu pour durer, quoi. Et parce que je pense que l'IA le permet vraiment beaucoup plus qu'avant. Et aussi, de toute façon, le monde de l'investissement, il a changé, quoi. Et il va pas brûler de l'argent pendant 4-5 ans sur des petites boîtes. Donc, pour moi, c'est le bon rapport qu'il faut trouver. Et moi, je vais clôturer sur une petite conversation qu'on a eue justement avec Stéphane au café hier ou avant-hier, où on se disait que on est tous des passionnés. Et je pense que on est vraiment passionnés. Donc en fait, on réagit à chaud souvent quand on reçoit une information, un retour, un mail, quelque chose. On peut répondre très vite, être anxieux ou passionné ou répondre trop vite aux questions. Et que grâce à l'IA, ça aide à prendre de la distance, ça aide à réfléchir sur le long cours. Et en fait, ça, c'est un des collatéraux avantages de l'IA qui peut servir toutes les entreprises, petites, moyennes et grandes, et en particulier, évidemment, pour les solopreneurs avec des enjeux quand même très importants, qui est de prendre le temps de la réflexion, de se dégager du temps pour réfléchir, de se calmer, de prendre de la distance. Et cet outil, en fait, on en parle beaucoup pour de la productivité. On en parle beaucoup de manière assez intense sur les questions de souveraineté, sur les questions de lissage, sur plein de choses, mais on n'en parle pas du tout sur le rapport au monde et ce que ça change chez nous. Et en fait, c'est quand même un outil formidable pour prendre le temps de réfléchir, de creuser, d'aller chercher, d'aller faire des ponts et de rêver en plus grand. Donc voilà, ça sera ma conclusion. Je voudrais remercier mon super panel et l'audience d'avoir tout suivi. Merci beaucoup.